Donc, peut-être un petit rappel là, du processus de mise à jour. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on est en marche de ce côté-là au niveau de la mise à jour. Il y a eu des analyses comparées qui ont été faites. Pour ceux qui étaient là à notre dernière journée des personnes chargées, Nathalie Voirineau était avec nous et elle nous avait présenté un peu une espèce de résumé des cas qu'on avait vus au Fonds de recherche du Québec. Donc, on a eu beaucoup d'analyses aussi qui ont été faites à l'interne. On a proposé à notre comité de conduite responsable en recherche des orientations, certains changements. Et ces questions-là se sont rendues jusqu'au conseil d'administration pour être discutées, pour être débattues. On a eu des consultations publiques, puis merci à tous ceux, toutes celles qui nous ont envoyés, qui nous ont alimentés dans cette réflexion-là. Il y a eu beaucoup de temps qui a été consacré à ça. C'est vraiment apprécié. On vous a lu. On a tenu compte de tout ça. Il y a eu des consultations ciblées, puis comme je vous disais, là, ça arrive à sa version finale cette semaine. Je tiens à mentionner que les consultations, donc les documents de consultation, les mémoires, le résumé des consultations sera sur notre site web aussi là, avec les documents. La politique, on a décidé de ne pas changer la structure. On aurait pu, là, on a été tentés, mais on voulait qu'on s'y retrouve plus facilement, donc on ne l'a pas fait. Donc, vous allez reconnaître les titres, les sections, etc. Je dirais que le plus grand changement au niveau de l'organisation, c'est les sections 7 et 8. On a séparé mieux les sections 7 et 8 pour faire en sorte que tout ce qui concerne la communication avec le FRQ est dans la section 8. Tout ce qui concerne un processus de gestion d'une allégation est dans la section 7. Donc, ça a aidé un peu. On a aussi changé le vocabulaire de la section 5, mais ça, Raphaël va vous en parler dans une minute. On s'est doté d'un petit logo visuel là, pour parler de la politique. Donc, vous allez le voir là, dans nos prochaines réunions, nos prochaines rencontres. Je pense qu'on voulait parler de la conduite responsable en recherche d'une manière positive, comme on dit toujours. Puis je pense que un des grands défis de la conduite responsable en recherche, c'est ce maillage-là, cette collaboration-là, ce travail-là qui est à la fois un défi, un enrichissement, mais aussi quelque chose dont on doit tenir compte en conduite responsable en recherche. Vous voyez tous les éléments, des orientations dont on tient compte quand on rédige ce genre de document-là. Bien sûr, ça part du document de nos collègues du fédéral, mais on tient aussi compte de ce qui se passe en Europe avec Embryo, de ce qui se passe sur d'autres plateformes, les grands congrès internationaux qui ont lieu. Donc, tout ça est extrêmement important. Il y a beaucoup d'apprentissages, encore une fois, qui se sont faits depuis 2014 et dont on a tenu compte dans la politique, dans la mise à jour. Les choix fondamentaux, si vous avez déjà vu une présentation que j'ai donnée, j'en parle toujours, c'est vraiment les choix qui ont orienté la politique en 2014. Puis quand on a repris le travail, on a ramené ces questions-là au conseil d'administration qui ont dit, bien, c'est les bonnes orientations, on continue, on poursuit. Donc, tout ce qui concerne, c'est pourquoi on fait ça, l'usage éthique et responsable des deniers publics, le fait d'avoir une posture de confiance envers nos chercheurs. Ça, c'est quelque chose qu'on se dit souvent au fond. Non, non, attention, nous, on a confiance envers nos chercheurs, donc là, on agit en fonction de ça. Avoir une vision positive de la conduite responsable en recherche, là, pas juste parler des manquements. S'arrimer avec ce qui se fait au niveau national, international, puis avec le cadre fédéral. Donc, on poursuit de ce côté-là. C'est vraiment notre volonté. Là où il y a des changements, là où on a eu des discussions, on a d'abord eu une réflexion sur les valeurs. Il y avait beaucoup de valeurs présentées, puis on a voulu vraiment faire le point par rapport à ça. On voulait aussi que dans la politique, il y ait un reflet de l'excellence dans les pratiques exemplaires de ce qu'on a au Fonds de recherche du Québec comme vision de l'excellence. Donc, ça va être actualisé, je vous en parle tout à l'heure. Au-delà des sanctions, c'est important de proposer des interventions en vue de soutenir une culture de conduite responsable. Puis la politique mettait beaucoup l'accent sur les sanctions, mais là, on va aussi mettre l'accent sur les observations, les recommandations qui ont pour but que les établissements, que les milieux soient des milieux qui soutiennent cette culture de conduite responsable en recherche. On a besoin d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe dans nos établissements gestionnaires. Et quand je me suis présentée devant les conseils d'administration pour présenter où on en était avec la politique, j'avais les dossiers que vous m'aviez communiqués, mais je n'étais pas capable de leur dire combien il y avait de cas dans nos établissements. Ce n'est pas une information que j'avais. Donc, c'est sûr qu'on va vous poser plus de questions par rapport à ce qui se passe dans les établissements gestionnaires. On a besoin de savoir comment est utilisée l'erreur de bonne foi. Je vous en parle à la prochaine ACEPA. Mais, et finalement, peut-être le plus gros changement aussi, c'est qu'on a besoin de connaître l'identité de la personne visée par une allégation plus tôt dans le processus, notamment parce que la décision finale concernant la fameuse question du lien tangible de financement, c'est nous qui devons la prendre au Fonds de recherche du Québec. C'est nous qui avons... C'est tellement compliqué maintenant, les montages financiers, de savoir un peu, OK, est-ce que tel ou tel chercheur était impliqué ou pas?
Ce n'est pas toujours d'informations dont vous disposez parce que les chercheurs, il y a une certaine mobilité. Hein, ils peuvent arriver dans votre établissement et vous ne savez pas nécessairement tout ce qu'ils ont fait par le passé. Donc, cette décision-là nous revient dans ce contexte. Il faut qu'on ait cette information-là plutôt. Je reviens sur 2 points que je viens de présenter. Le premier, qui est l'erreur de bonne foi, c'est vraiment été une grosse discussion parce que vous savez que c'est un élément sur lequel, entre notre politique et la politique du fédéral, il y a quand même une différence. On a décidé de maintenir le statu quo, c'est-à-dire que vous pouvez évoquer l'erreur de bonne foi dans l'examen d'une allégation, mais il revient, mais il va falloir le noter, il va falloir le documenter parce que là encore, je n'avais pas beaucoup de documentation quant à savoir quand est-ce que c'était utilisé. Des fois, c'était comme un peu écrit dans le rapport, des fois, c'était pas clair. Là, il va vraiment falloir qu'on le documente à chaque fois qu'on l'utilise. Je vais vous dire que quand on a pris cette décision-là, évidemment, tenu compte aussi des consultations publiques, là, les bulles, comme ça va être les résultats de la consultation. 77 des gens jugeaient que la notion était utile, alors que 15 ne le savaient pas, puis 8 trouvaient que ce n'était pas utile. C'est sûr qu'on se questionne par rapport à cet usage-là. Est-ce qu'il est fait à bon escient? Puis la difficulté que ça représente, qu'on n'ait pas nécessairement la même politique au fédéral ou chez nous. Donc, c'est sûr qu'à la prochaine mouture de la politique, les résultats de ce qu'on aura compilé au cours des 5 prochaines années vont être déterminants pour savoir où on s'en va avec cette notion-là. Mais pour l'instant, ça y est toujours et ça y est aussi dans d'autres documents internationaux qu'on a codifiés. Un autre changement important, c'était la communication de l'identité de la personne visée par l'allégation. C'est certain que pour nous, c'est un point qui était difficile. On voulait bien sûr dire, on va attendre à la fin du processus pour connaître l'identité de la personne, mais pour plein de raisons, c'était difficile à gérer. Puis des fois, même vous m'appeliez en disant, écoute, je ne sais pas trop, là, j'ai besoin de valider s'il y a un lien tangible de financement. Fait que là, je vais être obligée de te dire c'est qui. Donc, je pense qu'on voulait être beaucoup plus transparent par rapport à cette démarche-là. Puis, on a besoin au Fonds de recherche du Québec d'avoir cette information-là plus tôt dans le processus. Il y a trop d'informations qui vont très, très vite. Des fois, il y a des plaintes qui sont dans les médias sociaux, puis nous, on ne sait même pas si vous êtes, si c'est un dossier dans lequel on est impliqué ou pas. Donc ça, c'est un changement majeur de la politique pour lequel on va vous présenter comment tout ça va se déployer. Au niveau de la consultation, on avait posé cette question-là dans la consultation. 24 étaient plutôt en faveur, 20 plutôt en défaveur, 19 ne savaient pas ou étaient plutôt neutres. Puis il y en a qui n'ont pas formulé de commentaires comme tel. Donc, on a eu des mémoires. Un mémoire et 2 personnes sont en faveur. Une personne était plutôt en défaveur. Donc, c'était quand même un peu partagé sur cette question-là. Je pense que tout dépend comment ça va se déployer. Je pense que c'est ça qui est important. Puis, on a quand même à cœur, comme toujours, de protéger l'identité et la confidentialité de cette information-là. On est très conscient que c'est une information très sensible. La terminologie, là aussi, c'est quelque chose qui, dans la consultation, est revenu. On nous a demandé de faire un effort pour être plus épicène. De toute façon, au Fonds de recherche du Québec, on le fait. Mais c'est sûr que ça change le vocabulaire. On utilisait, par exemple, dans l'ancienne politique, les acteurs de la recherche, puis on ne pouvait pas avoir les acteurs et les actrices de la recherche. Donc là, on a les personnes engagées dans l'activité de recherche, puis au lieu d'avoir les boursiers, les boursières, les candidats, là, on a les titulaires d'octroi pour ceux qui sont financés chez nous, qui on a gardé candidat, candidate. Donc, il y a quand même du vocabulaire qui change. Oh, je m'excuse, je suis allée trouver. Aussi, on voulait déjudiciariser un peu le vocabulaire. On n'est pas devant un tribunal judiciaire en cours, là. Donc, on a enlevé les mots plainte ou justice naturelle ou etc. Donc, puis ça se peut aujourd'hui que je dise encore le mot plainte, il faut que je m'ajuste. Mais c'est important pour nous d'envoyer ce signal-là qu'on n'est pas devant un tribunal. La section portée a relativement peu changé, à part le vocabulaire dont je viens de vous parler. La politique a une portée large. Ce qui se passe dans les établissements gestionnaires, ça fait partie des choses sur lesquelles la politique s'applique. Donc, que les gens que ce soit des personnes engagées dans l'activité de recherche qui sont soutenues au moins en partie par les FRQ, que ce soit des activités qui sont directement soutenues ou des personnes qui sont directement soutenues par les FRQ. Tout ça est de la portée de la politique. Une petite parenthèse pour dire, ça ne veut pas dire qu'il y a un lien tangible de financement. C'est différent. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais la portée est une portée large et ça n'a pas été changé. Je vous parle rapidement des outils de mise en œuvre parce que ça, ce n'est pas dans la politique, mais c'est quand même des outils importants au Fonds de recherche du Québec.
C'est sûr que la désignation de votre établissement à titre d'établissement gestionnaire emporte des engagements contractuels qu'ils ont signés. Ils ont tous signé ces engagements-là, notamment quand, en 2015, on a adopté le système FRQ-Net. Je vais vous en parler dans une petite minute. Et c'est sûr que là, avec la nouvelle politique, il faudra aussi que les établissements gestionnaires veillent à avoir les autorisations nécessaires pour discuter d'informations confidentielles avec les FRQ. Ils l'ont déjà, mais ça m'est arrivé dans certains dossiers que les établissements avaient un doute. J'ai-tu le droit de partager cette information-là? Si vous êtes un établissement gestionnaire et qu'on pense qu'il y a une intangible de financement, absolument, il faut partager l'information. Chercheurs, chercheuses, étudiants, étudiantes, déjà depuis cette année, ils signent un engagement qui est en… Donc, ceux qui ont appliqué cet été, ils signent un engagement qui a été mis à jour puis qui tient compte là, des nouvelles réalités de la politique, incluant le fait qu'ils acceptent de partager certains renseignements en lien avec l'allégation, les documents, ou etc., dans des circonstances où le fonds doit être impliqué. Vous ne pourrez pas lire parce qu'il y a trop de texte, là, mais quand vous aurez la présentation, ça, c'est le texte que vos établissements ont signé en 2015 et ils devront reprendre cet engagement-là au cours de la prochaine année pour réitérer là, leur engagement à suivre la politique puis à gérer les allégations d'une manière qui est cohérente avec la politique. Section 4, c'est notre section pratique exemplaire. On a revu un petit peu notre définition de conduite responsable en recherche. Oui, le jaune ne ressort pas très bien, mais je vais vous le lire. Comportement attendu des chercheurs, chercheuses, étudiants, étudiantes, du personnel de recherche, des gestionnaires de fonds alors qu'ils mènent des activités de recherche guidées par des valeurs et des pratiques exemplaires et en conformité avec les normes applicables à celles-ci. Donc, il y a le guide de viser les pratiques exemplaires, puis la conformité qui doit s'appliquer aux normes. Je pense que c'est deux aspects de la politique qui sont très importants à distinguer là aussi. Vous avez déjà vu cette page-là qui dit pourquoi on fait tout ça, pourquoi on veut favoriser une culture de conduite responsable en recherche. Évidemment, c'est au cœur de l'excellence en recherche. Ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute, qui est un boni. Là. Ça doit faire partie des activités de recherche. C'est pour soutenir la confiance du public dans l'activité de recherche, c'est pour en protéger la crédibilité. Puis je pense que tout le monde a à cœur que ça se fasse. J'arrive avec les valeurs. Donc, on avait beaucoup de valeurs qui étaient nommées. Là. Il y avait beaucoup de choses. Là. Les conseils d'administration et les comités d'éthique des conseils d'administration ont fait un petit ménage là-dedans, à savoir distinguer les valeurs qui guident le chercheur dans son activité de recherche, puis les valeurs qui nous guident, nous, personnes chargées de la conduite responsable en recherche, quand on mène un processus de gestion d'une allégation. Donc, on est revenu aux valeurs que vous voyez dans le Conseil des académies canadiennes, sauf pour le respect, là, en bas à gauche. Le Conseil des académies canadiennes avait mis confiance, mais le comité a dit, mais la confiance, c'est ce qu'on vise. Ce qu'on veut, c'est que la posture de chercheur en soit une de respect. La section 4 décrit des pratiques exemplaires vers lesquelles on doit tendre. Ça énonce pas donc la section 4 des obligations. Ceci dit, il y a des choses qui sont écrites dans la section 4 et qui en sont parce que dans d'autres documents, ça devient quelque chose qui est à caractère obligatoire. Donc, il faut vraiment tendre vers la droite, puis évidemment, à gauche, on a les actes criminels, ceux-là, on ne se pose pas de questions, ça ne relève même pas de nous, il faut appeler la police. Mais les manquements, à droite, c'est les pratiques exemplaires. Puis en fait, plus le chercheur, c'est sur un dégradé, plus le chercheur s'éloigne de ça, plus il risque de tomber en manquement au niveau de la conduite responsable en recherche. Quand on a demandé en consultation publique qu'est-ce que les gens pensaient de la section 4, 79 nous ont dit qu'ils jugeaient que c'était quand même utile d'avoir cette section-là. Puis on pense que c'est une section qui doit être en constante évolution. Donc, ce n'est pas surprenant que dans la politique, on ait quand même apporté plusieurs changements dans cette section-là. Le respect envers les animaux et l'environnement est maintenant couvert par une pratique distincte. Une attention particulière est portée, par exemple, sur la question de la supervision puis de la formation dans la politique fédérale. Il y a une responsabilité liée à ça, puis c'est quelque chose qu'on a vu qui était un peu surreprésenté dans les manquements qu'on a vus. Donc, nous, on va y accorder une attention vraiment particulière, même s'il n'y a pas un manquement, c'est quelque chose qui est important pour nous. Je vais juste sauter à l'autre parce qu'en fait, je les ai mises. D'autres éléments qui font leur apparition, les notions de diversité et d'inclusion, le partage des données, le libre accès et la co-construction en réciprocité. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps faire ça. Comme je vous dis, la section 4, ce n'est pas une obligation, mais on pense que dans la plupart des cas, c'est des choses qui sont vers lesquelles on doit tendre et qui sont pertinents et considérés par le chercheur. Ceci dit, l'exemple de la diffusion en libre accès est un bon exemple. Ce n'est pas dans la section 4 qu'on rend ça obligatoire, mais les fonds de recherche du Québec ont maintenant une politique. Tous les chercheurs qui ont appliqué cet été et qui vont être financés à compter de l'année prochaine
vont devoir rendre en libre accès leurs résultats de recherche et ça a vraiment un caractère obligatoire. Si je reviens sur la question de la diversité et de l'inclusion, c'est une question qu'on avait posée en consultation publique. 51 étaient plutôt en faveur qu'on commence à faire allusion à ça. 30 étaient plutôt en défaveur, 4 ne savaient pas et 15 n'ont pas formulé de commentaires. Un mémoire en faveur, 2 personnes plutôt en défaveur. Fait que vous voyez que c'était assez partagé. Là encore, je pense que ça dépend, bien sûr, des questions de savoir comment tout ça va se mettre en œuvre. Mais pour l'instant, là où on l'a mis, c'est dans les pratiques exemplaires, donc à considérer par le chercheur, à viser lorsque c'est pertinent. Et ce n'est pas comme une obligation de laquelle, si tu ne le fais pas, c'est pas comme ça que ça s'implique. Je vais céder la parole maintenant à mon collègue, Raphaël. Et donc, tu parlais de la section 5 qui porte sur les engagements en matière de conduite responsable en recherche. Pour commencer, j'aimerais juste mettre peut-être 2 choses en lumière. Donc, l'évolution un peu du vocabulaire qui est trouvé dans cette section-là. Tout d'abord, vous pourriez constater une évolution du terme responsabilité qui était alors trouvé dans la version 2014 de la politique vers le terme engagement qui est maintenant utilisé dans la version actuelle. Pourquoi cette évolution-là? Tout simplement parce que le terme responsabilité est également retrouvé dans le cadre fédéral. Puis on voulait éviter la confusion parce que la signification n'était pas tout à fait la même, la façon dont elle était utilisée dans le cadre. D'accord. Alors, la signification n'était pas tout à fait identique. Ensuite, vous pourrez constater aussi une portée différente concernant une catégorie de personnes visées là, par personnes incluses dans la section 5. Dans la version 2014, on parlait des chercheurs, étudiants, personnels de recherche et gestionnaires. Maintenant, on va davantage parler de candidats-candidates en incluant leurs superviseurs et superviseurs, ainsi que l'ensemble des titulaires d'octroi. Cela m'amène à vous présenter, dans le fond, les 3 catégories de personnes engagées dans l'activité de recherche qui sont discutées là, dans la section 5 sur les engagements. Donc, les engagements sont prévus pour les candidats et candidates, pour les établissements et finalement du côté des FRQ. Quelques petits ajouts dans les engagements, quelques petites modifications. Donc, si on regarde les engagements prévus là, pour les candidats et candidates, que trouvons-nous maintenant? Tout d'abord, on invite les candidats et candidates à se tenir informés des pratiques exemplaires et être en constante réflexion sur leurs activités de recherche afin d'adopter une conduite responsable en recherche. On demande également à cette catégorie de personnes-là d'assurer la supervision des stagiaires, des titulaires de bourse, puis de soutenir ces personnes dans l'adoption d'une conduite responsable en recherche. Cet ajout-là, c'est vraiment pour faire écho, dans le fond, à l'ajout de la pratique exemplaire là, qui concerne la supervision et la formation. Un autre ajout qui a été fait dans les engagements qui concernent les candidats-candidates, c'est l'engagement qui vise à permettre l'échange d'informations qui concernent l'allégation de manquement, en fait, entre les établissements gestionnaires et les FRQ. Encore une fois, c'est pour faire écho là, à l'échange de renseignements personnels dont Mylène vous a parlé un peu plus tôt, là, notamment l'identité de la personne visée là, dès la recevabilité. Si on regarde maintenant les modifications qui ont eu lieu là, dans les engagements qui concernaient les établissements, on y trouve trois ajouts, si je puis dire. Donc, tout d'abord, c'est de s'assurer que l'ensemble de la communauté de l'établissement s'engage en fait à respecter la politique de l'établissement sur la conduite responsable en recherche. Petite note ici, bien entendu, la politique des établissements est en harmonie, si je puis dire, aux réponses exigeantes à la politique sur la CRR des FRQ. Un autre engagement qui a été prévu pour les établissements, c'est de mettre en place les dispositions nécessaires permettant de collaborer à la gestion d'une allégation par un autre établissement. En fait, cet engagement-là a été prévu suite à la rédaction du rapport quinquennal, rédaction qui a eu lieu, si je ne me trompe pas, il y a environ 2 ans, dans laquelle on constatait qu'il y avait de plus en plus de cas là, pour lesquels il y avait un enjeu de mobilité. Donc, plusieurs établissements étaient impliqués dans une seule et même allégation. Donc, pour favoriser ou faciliter en fait la gestion d'une allégation de manquement, on invite vraiment là, les établissements à prévoir là, des dispositions permettant la collaboration entre les 2 établissements. Finalement, il y a un dernier engagement qui est prévu, c'est de rendre les comptes au FRQ. Réédition de comptes, en fait, qui prendrait la forme d'un rapport annuel, un rapport annuel qui ne serait pas
qui s'inspirait en fait du modèle du secrétariat de la conduite responsable en recherche afin de faciliter en fait la démarche de reddition de comptes. Le rapport annuel sera prévu dès l'année 2023, donc on vous invite à recueillir tranquillement l'information dès janvier 2023 dans l'optique du rapport annuel qui viendra en décembre 2023. Voilà. Alors, concernant la consultation, qu'est-ce que les personnes qui ont participé avaient à dire sur ce sujet? Bien, tout d'abord, un répondant par mémoire était en faveur d'un rapport annuel, 2 répondants en personne l'étaient également, puis 31% des personnes qui ont participé au questionnaire étaient en faveur qu'il y ait une reddition de comptes qui s'effectuait des établissements envers les FRQ, des résultats qui seraient éventuellement rendus publics de façon agrégée par la suite. Alors, concernant la section sur les manquements. Donc, voici la liste exhaustive des manquements qui figurent actuellement à la politique sur la conduite responsable en recherche. Je n'irai pas dans le détail de chacun des manquements. J'aimerais juste souligner quelques petits éléments. Tout d'abord, il faut aussi garder en tête que cette section-là a été rédigée, a été pensée, a évolué en fait pour correspondre un peu à ce qui est présenté dans le cadre de référence fédérale dans la dernière version, donc la version de décembre dernier. Alors, quelques petits points. Donc, il y a eu des modifications aux manquements qui sont illustrés en bleu, donc sur la gauche. Les modifications ont été faites justement afin de s'aligner avec les définitions qui étaient proposées dans le cadre de référence fédérale. Les manquements qui sont surlignés, qui sont identifiés en saumon, eux, il y a eu des petites modifications qui divergent un peu de celles retrouvées dans le cadre fédéral. Donc, si l'on regarde tout d'abord la description des données de recherche, il y a une petite modification de ce côté-là qui a été apportée. Si l'on regarde la fausse paternité, on peut constater que fausse paternité était le nom du manquement qui était retrouvé en 2014. Ça a évolué en 2022 vers l'attribution invalide du statut d'auteur. On a une petite précision ici qui est ajoutée là, lorsqu'on le compare par rapport au cadre de référence fédérale. Il est également mentionné que l'attribution invalide du statut d'auteur implique également aussi l'acceptation inappropriée en fait du statut d'auteur dans un article. Concernant la mention inadéquate, on a un petit ajout a été également prévu dans la politique. Il constitue aussi une mention inadéquate le fait d'omettre de mentionner la source de soutien financier dans ses activités de recherche lorsqu'elle est exigée par les organismes subventionnaires. Une autre différence avec le cadre fédéral se situe au niveau des mauvaises gestions, des conflits d'intérêts. Donc, dans la définition proposée dans la politique, en fait, on a évacué la référence par rapport aux politiques de l'établissement en termes de gestion de conflits d'intérêts. Puis, on fait plutôt une mention qu'il faut qu'il s'agisse que ce soit une mauvaise gestion de conflit d'intérêts qui est liée à des activités de recherche. Alors, concernant les allégations fausses, trompeuses, si je ne me trompe pas, alors dans la version 2014, on parlait plutôt d'allégations fausses, puis ça a évolué vers des allégations fausses, trompeuses, équivalentes, car a été ajouté en fait dans le manquement le fait pour une personne ou un établissement d'exercer des représailles contre une personne ayant déposé de bonne foi des allégations de manquement à la conduite responsable en recherche. Dernier petit point ici que j'aimerais souligner, c'est en haut le manquement qui est écrit en turquoise, en fait. Maintenant, il est explicitement spécifié dans la politique qu'un établissement peut faire l'objet d'une allégation de manquement. Donc, voilà l'ensemble des modifications qui ont été apportées dans cette section-là. Ah oui, concernant, en lien avec la consultation, 26% des participants ont formulé des commentaires. Les commentaires ont été davantage considérés dans la section des pratiques exemplaires, étant donné que l'objectif de cette section-là était vraiment de s'aligner, en fait, avec le cadre de référence fédéral. Donc, voilà. Ce qui m'amène à vous parler maintenant des grandes étapes du processus. Donc, je vais couvrir vraiment les sections 7 et 8 dans la prochaine partie. Tout d'abord, on a modifié un peu la portée, si je peux dire, de cette section-là. Donc, on a identifié 3 catégories de personnes qui sont vraiment, en fait, qui gravitent autour d'une allégation de manquement. Quelles sont ces 3 catégories de personnes-là? On a bien entendu la personne chargée de la conduite responsable en recherche qui s'occupe vraiment de mener à bien la gestion d'une allégation de manquement.
On a également les personnes qui prennent part à la gestion d'une allégation. On va penser, par exemple, aux membres des comités d'examen ou de la personne qui accompagne la personne chargée de la conduite responsable en recherche dans l'évaluation de la recevabilité, notamment. Finalement, on parle aussi des personnes impliquées dans une allégation. Ces personnes-là, qui sont-elles? On parle des témoins, on parle des personnes visées, on parle des plaignants. Donc, il y a vraiment ces 3 groupes de personnes-là qui ont été identifiés là, dans la section fiscale. Ici, vous voyez vraiment l'ensemble le schéma qui résume le processus. On va le décortiquer étape par étape. J'aimerais tout d'abord vous présenter, par contre, les 6 valeurs là, qui ont été identifiées comme guidant, en fait, ce processus de gestion d'allégation de manquement-là. Les 6 valeurs sont présentées ici. Petite note concernant le processus, ça ne se veut pas être un processus contradictoire. L'objectif du processus, c'est vraiment recueillir, faire la lumière sur des faits. Puis, c'est un processus qui a définitivement été mis en place là, au service de la science. Alors, on va commencer par le départ. Donc, d'où peut provenir une allégation? De 3 sources. Tout d'abord, ça pourrait être soit d'un plaignant connu ou anonyme. Petite note aussi, bien important de considérer sur une base égalitaire, si je puis dire, une allégation qui provient d'un plaignant anonyme ou d'un plaignant connu. En effet, lors de la rédaction du bilan quinquennal, il a été constaté là, que certains plaignants préféraient déposer des allégations sous couvert de l'anonymat, étant donné que la démarche s'effectuait dans un contexte d'asymétrie de pouvoir. Donc, c'était préférable pour eux là, de déposer, dans le fond, une allégation sous le couvert de l'anonymat. Une allégation peut provenir tout simplement par une autosaisie. Donc, la PC2R2, que ce soit celle des FRQ ou des établissements, peut se saisir d'une allégation. Et finalement, une allégation peut être transférée des FRQ, en fait, vers les établissements. Ceci, c'est dans un contexte pas spécifique, mais quand ça a lieu, les FRQ ont vérifié que l'allégation n'était pas farfelue. Toutefois, ils n'ont pas effectué l'évaluation de la recevabilité, ils n'ont pas effectué d'examen, donc ils transfèrent vraiment l'allégation vers l'établissement et laissent l'établissement la pleine gestion là, du dossier d'allégation. Alors, maintenant, allons regarder un peu l'étape de la recevabilité. Tout d'abord, petite mention ici, j'aimerais juste parler une petite seconde des interventions urgentes ou préventives. En fait, c'est des interventions qui peuvent arriver à tout moment dans le processus de gestion d'une allégation, que ce soit au niveau de la recevabilité, que ce soit au niveau de l'examen. C'est des actions qui sont prises par les établissements pour diverses raisons. Ça peut être notamment de protéger des participants à la recherche, ça peut être de protéger des animaux aussi à la recherche. Lorsque ça arrive, on invite les établissements à communiquer l'information au FRQ afin de permettre au FRQ aussi d'évaluer de leur côté si des interventions urgentes ou préventives sont également nécessaires de leur côté. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire avant de rentrer dans les grandes étapes de la recevabilité. Donc, la recevabilité, ça commence tout d'abord par le dépôt d'une allégation de manquement à la PC2R2 de l'établissement d'attache de la personne visée. Lorsqu'elle reçoit l'allégation, la PC2R2, pour amorcer la recevabilité, va s'adjoindre une personne. Ici, vous pourrez constater, là, il y a un petit X sur le terme cadre, parce qu'en fait, dans la version 2014, la personne qui était prévue ici était une personne cadre. On a laissé tomber ce terme-là en 2022, donc la personne s'adjoint une personne qui répond à 2 critères, en fait, qui sont présentés dans l'article 7.2.2. Ensuite, ce duo de personnes-là va documenter les sources de financement potentiellement associées avec l'allégation et va vérifier s'il existe éventuellement une association potentielle entre l'allégation de manquement et les FRQ. Puis, finalement, la PC2R2 va informer la personne visée du processus entamé et, le cas échéant, que les décisions seront transmises là, au cours du processus au FRQ. Donc là, je vais juste revenir sur quelque chose que je vous ai dit en début. Je vous ai dit un changement important, c'est qu'on a besoin de connaître l'identité de la personne plus tôt dans le processus, et notamment parce qu'il va falloir qu'on prenne, nous, la décision concernant le lien tangible de financement. Donc, avec ce morceau-là, vous aurez pu à vous casser la tête. Comment on va faire ça? Comment on va gérer cette information-là? Donc, ce qui arrive, c'est qu'au moment où vous êtes en train, vous recevez une allégation quelconque, si en recevant cette allégation-là, vous le savez. Vous savez que cette personne est financée par les fonds. Il y en a que c'est comme, c'est l'évidence même.
Là, vous suivez à droite, la colonne à droite. Comme vous faisiez d'habitude, vous nous envoyez la lettre de recevabilité, mais cette fois-ci, la lettre, elle va contenir le nom de la personne. Ça, c'est le cas où on sait. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas? On ne sait pas si cette personne est financée par le fonds, si elle a déjà été financée par le fonds, ou en tout cas, s'il y a un lien quelconque avec le Fonds de recherche du Québec, où on pense que ce n'est pas le cas. Mais des fois, on pense que ce n'est pas le cas. Disons qu'il peut y avoir des choses pour lesquelles vous n'avez pas toute l'information. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander de nous communiquer le nom de la personne, juste le nom, pas plein d'informations, le nom de cette personne-là. On est en train, d'ailleurs, je vais en parler tantôt, de développer un outil technologique pour que vous nous envoyiez cette information-là, pour pas que ça se fasse par courriel, pour pas que ça se fasse par téléphone. Ça va être comme un envoi d'informations sécurisé avec. Et là, nous, on va vous répondre. C'est comme oui, on va fouiller dans nos bases de données. Oui, cette personne-là a été financée de telle date à telle date. On vous renvoie l'information. Et nous, on ne gardera pas de traces de ça. Ce bout-là, c'est juste pour que vous ayez l'information que c'est nous qui avons dans le fond. Parce que là, c'est comme nous qui savons qui est-ce qu'on a financé. Puis là, on vous demandait à vous de vérifier s'il y avait un lien tangible. Il y a plein de fois où ça ne faisait pas de sens, je pense. Donc, vous allez pouvoir avoir cette information-là. On ne conservera pas le nom, mais après ça, vous allez savoir, OK, il y a potentiellement un lien tangible de financement. Donc là, oui, il faut que je continue avec un processus dans lequel je vais communiquer l'information auprès des effectifs. On pourra y revenir à la période de questions. C'est quelque chose qu'on va déployer au cours de la prochaine année. Donc, c'est sûr qu'on va s'en reparler parce que c'est l'élément probablement le plus nouveau. Là. Mais je vais donc céder la parole à Raphaël. Donc, une fois toutes les vérifications faites, il faut prendre une décision en regard de la recevabilité. Sur quoi base-t-on cette décision-là? En fait, c'est sur les 3 critères suivants que je ne mentionnerai pas, je ne discuterai pas. Je vais plutôt laisser la chance à mes collègues au fédéral de vous les présenter, puisqu'il s'agit en fait exactement les mêmes critères que ceux qui sont présentés dans le cadre de référence fédérale. Juste peut-être une petite mention ici. Il peut arriver là, que vous receviez des allégations ou encore qu'il y ait des éléments dans l'allégation qui vous a été déposée qui sortent peut-être de la portée de la conduite responsable en recherche. Que faire à ce moment-là? Bien, peut-être se poser des questions, notamment est-ce qu'il existe d'autres instances dans l'établissement qui seraient en mesure de traiter ces éléments-là ou cette allégation-là? Pensons par exemple commissaire aux plaintes, protecteur du citoyen, ressources humaines, ombudsman, peut-être qu'il y en a d'autres encore dans vos établissements respectifs. Peut-être 2 suggestions ici. On vous invite à vous informer auprès des affaires juridiques de votre établissement qui sera peut-être en mesure de vous guider davantage ou encore de vous aider là, sur les modes de transfert, là, comment transférer une allégation d'une instance à une autre. Et on vous invite également à établir des liens là, avec les différentes instances de vos établissements, ne serait-ce que pour montrer, pour leur... Oups, j'ai pas dessus. Je repasse ce bouton? Donc, juste pour aller discuter avec eux de vos mandats respectifs afin de mieux vous comprendre puis de faciliter d'en faire les transferts d'allégations, parce qu'il se pourrait aussi que ces autres instances-là reçoivent des allégations qui concernent la conduite responsable en recherche. Et s'ils ne vous connaissent pas, bien, ils ne seront pas en mesure vraiment de vous les transférer. Voilà. Alors, 2 décisions possibles à la suite de l'évaluation de la recevabilité, c'est est-ce recevable? Elle est non recevable ou elle est recevable. Lorsqu'elle est non recevable, l'allégation, à ce moment-là, on passe simplement à la clôture du dossier. Dans l'éventualité où l'allégation serait recevable, la PCDR2 va constituer un comité d'examen. Petite note ici, dans l'éventualité où il y a un lien potentiel, une association potentielle entre l'FRQ puis l'allégation, on vous invite à transmettre, dans le fond, la lettre de décision de recevabilité au FRQ, peu importe la décision. Donc, peu importe que l'allégation soit recevable ou non recevable, à l'adresse suivante que vous voyez sur l'écran. Puis, également, dans tous les cas, on vous invite à y indiquer le nom de la personne visée. Donc, dans tous les cas, c'est-à-dire peu importe si l'allégation a été considérée comme étant recevable ou non recevable. Oui, utilisez l'adresse, s'il vous plaît, c'est vraiment important pour notre propre gestion. Alors, un délai est prévu dans la politique pour la recevabilité. On va parler 2 mois suivant la réception d'une allégation de manquement. Ça, il n'y a pas eu de changement là, à cet égard-là au niveau des délais là, dans la politique. Alors, cela m'amène à vous présenter les grandes lignes là, du processus d'examen. Avant d'aller dans le processus d'examen standard, on va s'arrêter 2 secondes sur le processus accéléré. Donc, ici, quelques petits points en regard du processus accéléré. Donc, il s'agit définitivement d'une procédure exceptionnelle qui est possible seulement si le processus est prévu dans vos établissements, dans la politique de vos établissements respectifs.
Le processus est conduit par la PCDR2 et la personne qui s'est adjointe pour effectuer la recevabilité. Ici, petit point, il faut bien comprendre que c'est ces deux personnes-là qui vont prendre une décision en regard de l'existence d'une allégation, d'un manquement ou non. Ceci dit, le processus nécessite que la version des faits de la personne visée soit colligée. Un petit ajout ici qui a été fait dans la version 2022 de la politique, lorsque vous rédigez, dans le fond, le rapport d'examen et que vous avez eu recours au processus accéléré, on vous invite, dans le fond, à le spécifier là, dans le rapport d'examen. Petite mention ici bien importante, c'est que le processus accéléré, il n'est possible que si les faits sont clairs et non contestés. Donc, la personne concernée reconnaît les faits et reconnaît qu'il y a eu manquement à la conduite responsable en recherche. Concernant les délais, ici, on va parler de 60 jours suivant la décision concernant la recevabilité. Voilà. Ça m'amène à vous parler des grandes lignes maintenant de l'examen un peu plus standard, en fait, de l'allégation de manquement. Donc, comme je mentionnais un peu plus tôt, la PCDR2 constitue un examen, un comité d'examen. On vous présente ici la composition minimale du comité d'examen. Donc, on parle de 2 membres, un qui provient de l'extérieur, un membre pair, qui vont s'asseoir puis procéder à l'examen de l'allégation de manquement. Quel est le mandat de ce comité d'examen? Bien, tout d'abord, bien important, c'est de déterminer si le manquement est avéré ou non. Ici, une note importante aussi, il faut garder en tête qu'une fois le processus d'examen déclenché, il doit être complété et une décision en regard des manquements doit avoir été prise. Donc, ça, important à garder dans le coin de la tête. Si on revient au mandat du comité, on invite le comité également à évaluer la répercussion des manquements ou du manquement, ce qui lui permettra de juger par la suite du niveau de gravité. On l'invite à faire des recommandations sur la sanction et également, si c'est le cas, à formuler des observations et des recommandations qui pourraient découler de la gestion d'allégations. Hélène en a fait un petit point tantôt, là, donc ça, c'est un ajout aussi dans la politique 2022, la notion d'observation et de recommandation. Donc, vraiment, il faut garder en tête que les observations et les recommandations peuvent être faites à tout moment là, dans le processus du traitement d'une allégation de manquement. Donc, ça peut être au moment de la recevabilité, ça peut être au moment de l'examen. Et ça, encore une fois, peu importe la décision qui est prise. Donc, ça peut être pour une allégation recevable, non recevable. Ça peut être aussi pour une allégation dans laquelle il y a un manquement avéré ou non avéré. Le type d'observation, je donne vraiment un exemple là, qui peut être un peu plus parlant. Ça peut être dans le cours d'un examen, par exemple, vous constatez que la tenue des livres d'utilisation, par exemple, d'un microscope ne répond pas aux exigences ou n'a pas permis d'analyser un certain angle, mettons, de l'allégation de manquement. Mais à ce moment-là, une recommandation qui pourrait être faite, dans le fond, c'est d'améliorer la tenue des livres là, pour l'utilisation du matériel. Alors, à l'issue de l'examen, qu'arrive-t-il? Bien, tout d'abord, il faut prendre une décision en regard du manquement. Donc, s'agit-il d'un manquement avéré ou non avéré? Bien entendu, cette décision-là doit figurer dans le rapport d'examen. D'autres éléments aussi ont été prévus là, pour le rapport d'examen. Ici, une petite modification aussi. On a aligné, dans le fond, les éléments requis avec ceux proposés là, par le secrétariat de la conduite responsable en recherche afin de faciliter notamment la rédaction des rapports. Un guide sera également mis en ligne en 2023 pour vous aider, là, pour vous guider dans la rédaction du rapport. Puis aussi, un petit point ici, là, lorsqu'une allégation de manquement requiert, dans le fond, que les forces de l'ordre soient informées, on vous invite à le mentionner également dans le rapport d'examen afin que les FRQ soient à l'aise, pas soit à l'aise, mais soit conscients là, que les personnes qui sont en charge de traiter de l'allégation, les éléments de l'allégation ont été informés. Voilà. Maintenant, en termes de le délai prévu pour l'examen de l'allégation de manquement, c'est 5 mois après, dans le fond, la décision qui a été prise en regard de la recevabilité. Alors, ça m'amène à vous parler de la communication. Maintenant, quand est-ce qu'on doit communiquer le rapport d'examen au FRQ? Bien, lorsqu'il existe une association potentielle entre le FRQ et l'allégation, donc cette allégation potentielle-là a été identifiée un peu plus tôt là, dans le processus. À ce moment-là, il faut envoyer le rapport du comité d'examen au FRQ. Ça, c'est une modification aussi qui a été apportée dans la version 2022. Dans la version 2014, on parlait davantage du rapport de l'établissement. Maintenant, on nous parle vraiment du rapport du comité d'examen. Donc,
qu'est-ce que le comité d'examen a pensé de l'allégation de manquement? Quelle décision a été prise concernant le manquement? Est-ce que ça a été avéré ou non avéré? Deux petites notes ici, il n'est pas nécessaire d'attendre que les sanctions soient déterminées par l'établissement avant que le rapport du comité d'examen soit transmis au FRQ. Il existe dans certains établissements, les sanctions sont décidées par d'autres instances que le comité d'examen. Donc, pour ne pas créer des délais supplémentaires, bien, on vous invite à transmettre le rapport d'examen, même si les sanctions n'ont pas été déterminées. Par contre, si le rapport du comité d'examen fait l'objet d'un appel, à ce moment-là, le traitement de l'allégation de manquement sera arrêté suspendu au niveau des FRQ jusqu'à ce que finalement la procédure d'appel soit complétée. Là, s'il n'y a aucune association potentielle, bien entendu, il n'y a pas de communication du rapport d'examen et le dossier se poursuit selon la politique de l'établissement. Alors, il peut arriver que dans une allégation, plusieurs agences de financement soient impliquées. À ce moment-là, si possible, on vous invite à en informer les FRQ dans le rapport d'examen. Et éventuellement, lorsqu'il y aura une entente conclue à cet effet, là, on pensera à échanger ou on effectuera un échange concernant les faits relatifs à une allégation et la nature du manquement allégué entre les FRQ et ces agences. Mais encore là, ce n'est pas pour tout de suite. Il n'y a pas d'entente qui ont encore été conclues à cet effet-là. Donc, c'est vraiment plutôt un projet là, à plus long terme. Ceci dit, c'est une question qui a été posée dans le cadre de la consultation. Puis, la grande majorité des répondants au questionnaire étaient largement d'accord, en fait, avec un éventuel échange qui porterait sur les faits et sur la nature du manquement entre les FRQ et le secrétariat de la conduite responsable en recherche. Un répondant par mémoire était également en faveur, ainsi qu'un répondant en personne. Voilà ce qui conclut ma section. Je repasse la parole à Marie. Donc là, on vient à qu'est-ce qui va se passer chez nous, parce que là, on vient de parler, encore une fois, dans la section 7 de c'est quoi les éléments minimaux quand vous gérez une allégation. La section 8 qui est qu'est-ce que vous devez nous communiquer quand on pense qu'il y a une association avec les fonds de recherche du Québec. Là, qu'est-ce qui va se passer chez nous au Fonds de recherche du Québec? C'est ce qu'il y a dans la section 9, dont je vais vous entretenir pour faire cette présentation-là. On a toujours notre comité de conduite responsable en recherche des fonds de recherche du Québec et je vois que la présidente est arrivée, Mme Stanton-Jean, qui est ici aujourd'hui. Donc, qui est un comité formé de membres indépendants qui conseillent les FRQ. Donc, ça, le mandat a presque pas changé. Au niveau de la composition non plus, il n'y a pas eu de changement majeur, sauf un engagement qu'on prend, nous, les FRQ, à tenir compte davantage de la question de la diversité et de l'inclusion dans la composition du comité. Donc, on va bientôt faire du recrutement. On a même commencé, on avait lancé un appel à ce sujet-là. Donc, c'est sûr que c'est un élément dont on va tenir compte. Je reviens sur le lien tangible de financement maintenant. Le lien tangible de financement, c'est ce qui nous donne l'autorité au FRQ d'imposer des sanctions ou d'autres mesures. Comme je dis depuis le début, on clarifie dans cette politique-là que cette décision-là est prise chez nous. Parfois, ça se peut qu'on est obligé d'attendre jusqu'au rapport final pour le voir parce que les éléments d'information pour comprendre le lien avec le financement des fonds de recherche, des fois, c'est un peu complexe. Vous savez, on ne finance pas toujours des projets de recherche. On finance des infrastructures, on finance des réseaux, on finance des équipes. Puis là, après ça, d'être capable de mettre ça avec la publication scientifique ou avec... C'est pas toujours évident. Donc, c'est un peu pour ça qu'on s'est dit, OK, non, il faut vraiment qu'on fasse ce travail-là de notre côté. Donc, cette question-là du lien tangible de financement, le comité va nous conseiller quand ce sera des questions plus difficiles, plus, je vais dire, borderline. Ça fait partie maintenant, là, ça c'est un élément du mandat qu'on a modifié. Mais c'est sûr qu'au niveau du lien tangible de financement, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on vise? On vise principalement des titulaires d'octroi, des candidates quand ils ont, par exemple, fait des fausses déclarations dans leur demande de financement ou quand il y a eu de l'information qui a été circulée auprès des fonds qui était fausse ou trompeuse. Puis, au niveau des étudiants, on inclut aussi leurs superviseurs. Les superviseurs prennent des engagements à l'égard des fonds de recherche du Québec lorsqu'ils acceptent d'être les superviseurs et c'est sûr qu'on va y voir là, de ce côté-là
un lien tangible de financement. Ceci dit, comme a dit Raphaël, même quand il n'y en a pas de lien tangible de financement, parce que ça se passe dans un établissement gestionnaire, on va s'attendre à ce que vous meniez avec la même rigueur, avec le même processus, l'examen de certaines allégations, même si vous ne nous communiquez pas l'information parce qu'on se dit, OK, ben là, il n'y a pas de lien tangible de financement, on compte sur vous pour que ça se déroule bien quand même de votre côté. Concernant le comité, toujours, il formule des recommandations sur la base des examens que vous avez faits dans vos établissements et qui sont caviardés. Donc, ils ne connaissent jamais, ni avant, ni après, l'identité des établissements, l'identité des personnes. Même si vous allez voir Mme Stanton-Jean aujourd'hui puis vous lui parlez d'un rapport, elle ne sait pas qui vous êtes, là. Donc, le comité n'a pas connaissance de cette information-là quand ils font des rapports, quand ils font des recommandations, au Fonds de recherche du Québec. Et même si dans notre processus, on va changer pour obtenir l'information relative à l'identité de la personne visée, plutôt dans le processus, ce n'est pas une information qu'on va communiquer au comité de conduite responsable en recherche. Ils vont aussi ils en font déjà des recommandations concernant les mesures visant à soutenir une culture de conduite responsable en recherche, mais là, on l'a clarifié dans notre politique. En plus des sanctions, on voulait aussi pouvoir émettre ce type de recommandations-là. Quelques exemples de sanctions, là, vous les connaissez. Ça peut être la mise à jour des compétences de certains chercheurs, cesser, suspendre, demander un remboursement d'octroi, ce sont toutes des possibilités, ou rendre une personne non admissible à la détention d'octroi ou à siéger sur le comité d'évaluation scientifique. Les décisions rendues par les FRQ en regard du lien tangible de financement, des mesures, des sanctions sont rendues vraiment par la direction scientifique du fonds concerné. Donc, on prend acte des recommandations du comité, puis c'est la direction qui, au final, va prendre cette décision-là. Comment maintenant on va gérer les renseignements personnels? Parce que là, c'est un peu nouveau pour nous. Avant, on avait juste les noms des chercheurs quand on était sûr qu'il y avait eu un manquement, alors que là, l'information va arriver plus tôt chez nous dans le processus. Ça demande évidemment qu'on se réorganise par rapport à ça au Fonds de recherche du Québec, encore une fois, parce qu'on est très, très conscient que ce sont des renseignements extrêmement sensibles. Le processus que je vous ai décrit tantôt, quand c'est juste pour la question de savoir si cette personne-là a déjà été financée chez nous, si on pense qu'il y a comme un lien potentiel avec les FRQ, ça va être détruit une fois qu'on va vous avoir transmis la réponse. Donc, même moi, je ne garderai pas de trace de ce que je vous ai envoyé là, quand ça va être pour dire est-ce que cette personne-là a du financement en telle année, telle année. Ce n'est pas quelque chose que je vais garder. On va garder des statistiques sur combien de demandes on a eues, mais comme je vous mentionnais, on est en train de développer un outil technologique qui va faire en sorte que vous allez avoir, vous, la personne chargée, une petite porte privée dans laquelle vous allez pouvoir déposer cette information-là, ce qui va m'aviser qu'il y a une information qu'il faut que j'aille vérifier, puis moi, je vais remettre dans cette petite porte-là la réponse à la question que vous m'avez posée. Pour pas que ça reste dans des courriels, pour pas que ça reste dans des boîtes vocales, pour pas que ça reste sur d'autres médiums de communication. Par contre, quand on parle vraiment des lettres de recevabilité, des rapports, des sanctions, d'abord, je le dis toujours, mais c'est très important de bien comprendre, c'est complètement séparé de la tenue des dossiers qui sont tenus par les équipes des programmes. Ils n'ont pas l'information. Puis même des fois, ils se disent « Hey, comment ça qu'on ne sait pas, nous autres? » là? Non, vous ne le saurez pas parce que ça ne doit pas influencer la façon dont on offre le service aux chercheurs, chercheuses. Ce n'est pas quelque chose qui est pris en compte au moment où on est en train de gérer les allégations. Ceci dit, c'est sûr que quand on est rendu à la mise en œuvre, bien là, oui. Là, si jamais on coupe du financement, bien là, il faut que l'équipe qui est en charge de ce financement-là le sache. Donc, c'est vraiment le plus tard possible qu'ils sont mis dans la boucle. Puis des fois, ils ne savent pas. Il y a une plainte qui a été faite. La sanction ne nécessite pas qu'un employé du fonds soit au courant d'éléments de mise en œuvre. Par exemple, si la sanction, c'est que le chercheur aille faire suivre une formation, l'équipe ne le saura pas. Il n'y aura aucune information qui va transmettre de ce côté-là. Ceci dit, pour la direction scientifique, bien, eux, oui, au moment de prendre une décision finale, ils vont avoir cette information-là, mais de plus en plus souvent, la diffusion arrive, par exemple, par les médias sociaux, par de l'information qui arrive d'ailleurs, où il faut encore, par exemple, faire des interventions urgentes, etc. Donc, dans ces cas-là, l'information qui est arrivée à mon bureau, je vais leur transmettre cette information. Dans une perspective aussi de soutien aux enjeux de mobilité entre les établissements, les FRQ vont conserver des éléments des dossiers de manquement, donc je dis bien les dossiers de manquement à la conduite responsable en recherche, sur une plus longue période de temps. Donc, un chercheur ou une chercheuse qui manquerait à la conduite responsable en recherche, puis qui après ça s'en irait dans un autre établissement, en tout cas, nous, on va le savoir que dans le premier établissement, ils ont laissé un dossier de manquement à la conduite responsable en recherche, puis on va pouvoir en tenir compte si jamais ça devait revenir dans nos dossiers.
Entrée en vigueur de la politique, on arrive à la fin, là. Entrée en vigueur de la politique. Donc, l'entrée en vigueur de la politique, on s'est posé la question, on s'est dit, bien, dans le fond, pour les principaux changements, l'entrée en vigueur de la politique, elle est immédiate. En ce qui concerne, par exemple, les pratiques exemplaires, les manquements parce qu'on veut les arrimer avec nos collègues du fédéral, etc., etc. Le gros changement, c'est la question de la gestion de l'identité. Puis pour ça, on s'est dit, OK, on va se donner quand même un an. Il faut que de votre côté aussi, il y a des ajustements de politique à faire. Nous, il nous reste, comme je disais, l'outil technologique à développer. Donc, on est conscient que pour la prochaine année, c'est une année où, au niveau de la communication, ça se peut que vous continuiez à faire comme vous faisiez avant, puis c'est correct. Je veux dire, le temps que les choses se placent. Puis quand on sera prêt à mettre tout ça en branle, on le fera progressivement avec vous. La date butoir, c'est novembre prochain. Novembre prochain, il faut qu'on soit tous arrimés sur ces nouvelles façons de faire-là. Puis, c'est sûr que pour les chercheurs, bien, nous, on a besoin d'avoir le temps aussi de communiquer avec eux, avec elles. Comme je disais, il y aura certainement une genre de conférence midi, je ne sais pas encore quel format ça va prendre, pour avoir un échange avec eux, avec elles, par rapport à l'ensemble des changements de la politique, je dirais peut-être au mois de janvier pour ça. Mais pour le reste, il y a quand même beaucoup de changements qui, au niveau du chercheur puis de la chercheuse, il y a des éléments de manquement, mais pour eux, je pense que c'est pas là où les changements majeurs sont. Les changements majeurs sont sur les processus quand il y a une allégation. Ce qui fait qu'il y a quand même une continuité là, dans ce qu'on fait. Des outils qui vont se déployer au cours des prochaines semaines. Donc, le sommaire des consultations va être mis en ligne. La liste des principaux changements à la politique pour ajuster vos propres politiques vont être rendus disponibles. Un genre de checklist, là, si jamais vous avez besoin de faire du travail de ce côté-là, et le PowerPoint de la présentation d'aujourd'hui. On va mettre à jour notre lettre de recevabilité, puis tous les outils, les formulaires qu'on avait, comme on a dit, on a essayé de les arrimer avec ce que fait le fédéral pour que ce soit le plus cohérent possible. Le fameux outil technologique là, pour vérifier le nom de la personne visée, on dit février, en tout cas, je croise les doigts là, que ce soit prêt à ce moment-là. Mais c'est basé sur des outils technologiques qu'on a déjà, c'est juste qu'il faut les ajuster. Et le formulaire de rapport annuel, comme on disait, c'est pas là, que vous allez avoir besoin de fournir un rapport annuel, mais commencer à ramasser l'information parce que dans un an, oui, là, on va vous demander de commencer à avoir de l'information. Puis ça, on va vous fournir un gabarit assez rapidement pour que vous puissiez voir. Mais on veut vraiment, là, encore une fois, escaler sur ce que font nos collègues du fédéral. Mais c'est sûr que là, comme ça intéresse les questions du Québec, il va y avoir peut-être des petits changements. J'en profite pour faire plein de remerciements parce que beaucoup de monde ont participé à l'élaboration de cette politique-là, mais je reviens sur les personnes qui ont participé à la consultation. Merci, c'était vraiment apprécié. Puis vous, les personnes chargées de la conduite responsable en recherche, c'est certain. Nos collègues du fédéral avec qui on a eu beaucoup d'échanges, puis les chercheurs, les chercheuses qui nous inspirent parce que, comme on dit, on parle des manquements, mais c'est vraiment l'exception. La plupart de nos chercheurs, chercheuses mènent des projets de recherche de manière responsable, puis ils nous inspirent par le genre de travail qu'ils font ou qu'elles font, puis qui apportent une contribution sociale extrêmement importante. Donc voilà, ça fait le tour. Je vous remercie beaucoup. On a passé quand même ça assez rapidement, mais là, on va pouvoir répondre à vos questions. Donc, la parole est à vous.